Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Adrien Jean. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu ce matin, 2 millions de manifestants d'après la CGT, un petit peu moins selon la CFDT, mais malgré tout, bien au-dessus d'1 million, même pour les autorités. C'est le chiffre donné par le ministère de l'Intérieur. C'est un succès pour les syndicats, cette manifestation contre la réforme des retraites? La mobilisation, elle était annoncée, elle est importante et c'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce que la retraite, c'est un des enjeux qui nous concerne tous. Mais elle est plus importante que ce que les syndicats avaient anticipé et que ce que le gouvernement avait anticipé. Je crois qu'on ne va pas faire une bataille de chiffres. La réalité, c'est que c'est une réforme qui mobilise tout le monde, qui suscite des questions, qui suscite des inquiétudes. Il suscite des oppositions. Qui suscite des oppositions. Et c'est une réforme qui demande des efforts. Et donc, je ne connais pas de réforme qui demande des efforts qui fasse l'unanimité. Après, ce qui est en jeu, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et c'est pour ça que nous le portons en responsabilité avec le gouvernement. Il s'agit de sauver notre régime des retraites. Mais est-ce que vous reconnaissez malgré tout, même si vous défendez votre projet, c'est bien normal, que les syndicats ont remporté un succès hier? Moi, vous savez, je ne suis pas dans la question de savoir s'il y a les gagnants, les perdants, un bras de fer. Moi, je suis en responsabilité. Je suis au sein d'un gouvernement qui veut sauver le régime des retraites, qui doit porter une réforme qui permette de corriger aujourd'hui des injustices majeures. Est-ce que vous trouvez normal, Adrien Gindre, que les femmes aient en moyenne une retraite inférieure de 42% aux hommes? Est-ce que vous trouvez ça normal? Les syndicats pourraient vous répondre, est-ce que vous trouvez normal que des carrières longues vont se retrouver à travailler plus longtemps que des cadres? En fait, la justice, on voit bien, c'est votre argument, c'est malgré tout subjectif parce que chacun a sa définition de la propre justice. Tout à fait, et c'est pour ça qu'un débat doit s'engager, c'est pour ça que la démocratie, c'est aussi porter des arguments pour et contre, c'est pour ça que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et la Première ministre ont laissé leur porte ouverte 4 mois et ont enrichi cette réforme. Mais je crois qu'il faut maintenant aborder le sujet. Quelles sont les propositions qui sont faites justement pour sauver notre régime de retraite, pour faire en sorte que les femmes qui se sont occupées de leurs enfants, qui ont eu des carrières hachées, ont une retraite digne. Nous, ce que nous proposons, c'est une retraite qui va par exemple permettre à tous les retraités d'avoir au minimum 1 200 € bruts de retraite. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque année, 25% des retraités partent à la retraite. Ils ont fait une carrière complète et ils n'ont pas ce montant-là. Agnès Pannier-Runacher, vous dites, et la Première ministre l'a dit à nouveau hier en s'exprimant sur Twitter, on va continuer à débattre et à convaincre. Mais est-ce que vous pensez que les syndicats et les personnes qui sont opposées à la réforme peuvent encore se laisser convaincre par vos arguments? Ils ont les leurs. On est un peu rentré dans un dialogue de sourds malgré tout. Je ne crois pas. Je crois qu'on a fait des propositions qui étaient fortes justement sur les carrières longues, et c'est important de le souligner, et qui sont des pas en avant par rapport à l'existant, parce qu'on peut parler d'un idéal, mais parlons de ce qui existe aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui démarrent avant 16 ans et qui en réalité travaillent plus que des cadres. Mais Laurent Berger était sur ce plateau hier soir. Du sujet aujourd'hui. Donc regardons les inégalités d'aujourd'hui, regardons les injustices et discutons de la manière de les équilibrer. Et je peux vous dire que ce projet, lorsqu'on regarde dans le détail, sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur les femmes et sur le minimum, apporte beaucoup. Dit pas l'inverse sur ce point. Il était sur ce plateau hier. Il se félicite qu'il y ait des avancées. Mais il dit que ce sont des contreparties à une mesure qu'il refuse, qui est la mesure d'âge. Il dit, on part du principe que nous, non, on ne veut pas de report de l'âge légal. Est-ce que vous lui répondez sur ce point, qui est en réalité le point essentiel et le point de clivage? Non, non et non, on n'y renoncera pas. Moi, ce que je réponds, c'est que par rapport aux avancées que nous devons faire, il y a nécessairement des efforts collectifs. Et comment on les positionne, ces efforts? Et nous avons fait une proposition qui est équilibrée, qui est une réforme de justice. Vous venez de le dire d'ailleurs. Et même Laurent Berger reconnaît que cette réforme apporte, et je suis heureuse de l'entendre, du plus aux plus vulnérables, du plus aux femmes, du plus à ceux qui ont eu des carrières modestes. Mais vous ne bougerez pas sur l'âge. Disons les choses clairement, parce qu'en fait, je vous disais dialogue de sourds, vous refusez le qualificatif très bien, mais la réalité, c'est que les syndicats vous disent faut bouger sur l'âge, et vous dites on ne bougera pas sur l'âge. Ce qu'on dit, c'est qu'on présentera un projet en Conseil des ministres dans les prochains jours et que ce projet sera débattu
à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est-à-dire l'endroit où des élus de la République seront en capacité d'améliorer, de discuter de ce projet. Mais alors, prenons par exemple dans votre secteur, puisque vous êtes concerné, je le disais tout à l'heure, il y a les industries gazières, énergétiques, électriques. À quoi vous pourriez renoncer? Ils ont un régime spécial aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez renoncer à le supprimer et leur dire, finalement, on vous a entendu. Qu'est-ce qui peut encore être donné comme gage en leur direction? Ça sera encore une fois au débat qui se nourra à l'Assemblée nationale et au Sénat de définir les points de progrès, de mener cette discussion. Je veux dire, on est au cœur du débat démocratique. S'agissant des régimes spéciaux, je le rappelle, l'enjeu c'est de dire tout le monde fait un effort collectif, et en particulier ceux qui ont eu les carrières les meilleures, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Quand on va compenser ceux qui ont eu les carrières les plus modestes, leur donner un minimum de retraite, faire en sorte que les femmes puissent avoir une meilleure retraite, faire en sorte que les jeunes aient une retraite. Moi, j'habite Lens, je discute assez régulièrement sur les marchés. Les jeunes, ils vous disent « je ne crois pas que j'aurai de retraite ». Absolument. C'est ça, mais la il y a réalité aussi des jeunes aujourd'hui. qui étaient dans la rue hier, il y a des organisations de jeunesse qui appellent à manifester demain. Donc ils ne croient pas à leur retraite, mais ils ne croient pas non plus à votre réforme. Mais c'est pour ça que, parlons-en, les jeunes eux-mêmes sont conscients que notre régime de retraite est en danger, et nous faisons des propositions en responsabilité. Et encore une fois, ce n'est pas des propositions qui sont simples à mettre en œuvre, puisque chacun d'entre nous devra faire un effort. Ce qu'on essaye de faire, c'est que cet effort soit proportionné, qu'il fasse en sorte que les carrières longues soient mieux reconnues, qu'il fasse en sorte que les métiers les plus pénibles soient mieux reconnus, et qu'il fasse en sorte que ceux qui ont la plus capacité de faire des efforts puissent faire ces efforts. C'est ça la réalité. Et donc, il y a aussi beaucoup de fausses nouvelles qui circulent et qui vont, je dirais, oui, mais aussi il y a aussi des désaccords, imprimer. Donc, il n'y a pas que des fausses nouvelles. C'est important de dire les avancées de cette réforme. Alors, dans votre secteur, il y a une particularité, c'est que vous avez la CGT, qui est très active, qui avait promis des coupures d'électricité contre ceux qui soutiennent cette réforme, qui a promis des baisses de production d'électricité. On va prendre tout ça dans l'ordre. Des coupures, il y en a eu hier. Enedis, par exemple, a fait état d'une coupure à Massy, dans l'Essonne, qui a visé en particulier une zone industrielle, une autre coupure à Chaumont, en Haute-Marne, qui visait des bâtiments administratifs. Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres coupures sur la journée d'hier, ou est-ce que ça s'est limité à ça? À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres coupures. Et je veux le dire très calmement ici, manifester dans la rue, exprimer son point de vue, c'est la base de la démocratie. C'est ce que nous permet la démocratie. Faire des coupures, c'est illégal. Ça peut parfois être dangereux. Et donc, ce n'est pas, je pense, la manière la plus responsable de se mobiliser. Donc, qu'est-ce que risquent les agents qui ont procédé à ces coupures pour protester ? Alors ça, c'est l'application de la loi. Il appartiendra à Enedis, qui est l'opérateur et qui est concerné, de faire appliquer la loi et de défendre son point de vue. Hier, à votre place, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, considérait également regrettables les baisses de production d'électricité. Il y en a eu en l'occurrence, un montant qui représente l'équivalent de 2 fois la consommation de Paris. Est-ce que vous dites la même chose? Est-ce que ça vous paraît être aussi, alors regrettable, je ne sais pas si c'est le terme, condamnable même peut-être, comme type d'action? Alors, je le redis, c'est même chose. Lorsque vous êtes en grève, effectivement, le fonctionnement des sites concernés par les grèves est ralenti ou interrompu. Ça, il n'y a pas de surprise. Et encore une fois, le droit de grève, comme le droit de manifester, font partie des avancées qu'autorise, que permet la démocratie. Donc, je n'ai pas à contester ce point-là. En revanche, il faut être vigilant. L'enjeu, c'est de ne pas perturber la vie des Français. Je crois qu'il ne faut pas rajouter la difficulté à la difficulté. Et je crois en responsabilité. Certains, d'ailleurs, responsables syndicaux l'ont dit. Ils ne valident pas ce mode d'action. Autant ils sont prêts à porter leur point de vue en manifestant, en prenant la parole. Donc là, il y a une part d'irresponsabilité. En faisant la grève. Autant, il est important aujourd'hui de préserver notre système électrique parce que je crois qu'aucun des salariés d'EDF n'ont envie de mettre la France finalement en situation de dépendance vis-à-vis, par exemple, des pays auprès duquel nous devons exporter l'électricité quand on a des baisses de tension.
Il y a un paradoxe, c'est que ces coupures et ces baisses de production, elles interviennent dans une semaine où RTE a communiqué pour dire d'une certaine manière, ouf, le risque de coupure est derrière nous, lié à la fois aux diminutions de consommation, on va en reparler, et puis à l'amélioration de la production avec la reprise de certains réacteurs nucléaires. Est-ce que vous dites, ça y est, l'hiver est sauvé, on peut respirer, et on a échappé au risque de coupure pour cet hiver? Moi, ce que je dis, c'est qu'on a travaillé justement pour ne pas être en situation d'avoir des tensions sur notre système électrique. On a travaillé avec un plan de sobriété auquel les grandes entreprises, les grandes administrations, les grandes collectivités locales ont participé, mais aussi tous les Français. Et ce plan de sobriété, il s'est traduit très concrètement dans les faits. C'est au moment où on a eu un pic de froid, début décembre, l'équivalent de 7 réacteurs qui ont été collectivement économisés par nous tous. Et je veux vraiment remercier les Français pour leur implication dans ce plan sobriété. Et je rappelle que ce n'est pas juste un plan pour passer l'hiver, c'est un plan pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est un des éléments importants si on veut tenir notre trajectoire de baisse des gaz à effet de serre. Donc on ne peut pas reprendre une consommation normale maintenant. On ne peut pas se dire l'hiver est passé, on est tranquille, on reprend une consommation habituelle. L'enjeu, il est très clair, c'est que ces habitudes que nous souhaitons installer dans les entreprises, dans les grandes administrations, ces efforts d'économie sur l'éclairage, sur le chauffage, sur l'eau chaude, sur le carburant aussi, qui n'est pas en tension, mais qui est un enjeu important en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont des changements d'habitude qui doivent être le plus durables possible. Et nous avons effectivement, collectivement, et en particulier les plus gros consommateurs, un objectif, une responsabilité de baisser notre consommation d'énergie. Là, Agnès Pannier-Runacher, il y a les particuliers et on va dire les gestes du quotidien. Il y a aussi des industriels qui ont interrompu leur production dans cette période hivernale. Bon, en grande partie à cause des coûts aussi, parce que c'était insupportable pour eux. C'est pas qu'une bonne nouvelle, cette sobriété. Elle a aussi été en partie contrainte et forcée, subie. Je vais vous répondre, Adrien Gindre. Le plan sobriété, c'est pas la baisse de la consommation d'énergie dans les industries. C'est la lutte contre toute l'énergie qui est gaspillée parce que on a des niveaux de température ou parce que on continue à éclairer la nuit, parce qu'il y a des enseignes qui restent éclairées. C'est tous ces éléments-là. Et vous avez raison de souligner que pour les entreprises, l'enjeu, c'est au contraire qu'elles puissent continuer à travailler, qu'elles puissent continuer à employer les salariés, qu'elles puissent continuer à produire, ce d'autant que la France est un pays où les émissions de gaz à effet de serre de nos industries sont plutôt plus faibles que dans d'autres pays. Donc c'est un intérêt aussi climatique d'avoir les industriels qui produisent. Et c'est pour cela que nous avons, parallèlement avec la Première ministre, le Président de la République, des mesures pour amortir le coût de l'énergie et de l'électricité, faire en sorte que nos industriels passent ce cap difficile. Juste une question, parce que là, donc, on a évoqué le volet, on va dire, consommation, il y a le volet production. Est-ce que là, le niveau du parc nucléaire vous permet, je repose la question, de dire, c'est sûr, on n'aura pas de coupure cet hiver, c'est bon, on a passé ce cap? En tout cas, grâce aux salariés d'EDF, nous avons aujourd'hui le nombre de réacteurs dont nous avions besoin pour passer en sécurité l'hiver. Alors, il faut être attentif, il faut être vigilant. On est à combien aujourd'hui de réacteurs qui sont en fonctionnement ? Aujourd'hui, on a 14 réacteurs qui ne sont pas en fonctionnement. D'accord. Alors, on varie entre 12 et 14 ces derniers jours, puisqu'on peut avoir des arrêts fortuits ou des réacteurs qui sont en économie de combustible pour des raisons aussi de faible niveau de consommation d'électricité globale. Donc, au-delà de ça, ce qui est important, c'est que l'effort, nous devons le continuer si nous voulons terminer l'hiver, mais surtout, l'enjeu, c'est de continuer à maintenir notre parc électrique pour que l'année prochaine, nous ayons le maximum de réacteurs nucléaires qui fonctionnent tout l'hiver. Et nous allons rentrer dans une période, fin de l'hiver, début du printemps, où des réacteurs vont être déconnectés pour être mis en maintenance et pouvoir être prêts pour l'hiver prochain. Parce que l'hiver prochain, c'est aussi une source d'inquiétude. Et alors, il y a un moment, on disait, on a fait les stocks de gaz pleins pour cet hiver, mais on n'est pas sûr d'en avoir pour l'hiver prochain. Et en même temps, on dit, on a trop de gaz. Finalement, il va falloir vider certains stocks. Oui, alors ça, c'est un paradoxe géologique de nos stockages de gaz. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gaz aujourd'hui. Tout le travail qui a été fait pour préparer l'hiver et qui nous a permis effectivement d'être à plus de 90% et même être au maximum de remplissage de nos stockages de gaz, fait qu'aujourd'hui, on est à peu près 20 points au-dessus de ce que nous avions d'habitude dans nos stockages de gaz. Or, pour des raisons géologiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut vider
un peu nos stockages de gaz pour qu'ils soient vraiment efficaces l'année prochaine quand on voudra renvoyer du gaz. Pour mettre du nouveau gaz, on va dire, pour dire les choses très simplement. En fait, c'est une question le gaz va s'étendre, va prendre toute la place dans les cavités de stockage et donc lorsqu'on va vouloir pomper pour les renvoyer sur le réseau, ça sera moins efficace. Je ne suis pas ingénieur, je le dis avec mes mots, et donc on va avoir un effet un peu paradoxal, on va baisser nos stockages de gaz pour pouvoir remonter plus fort et avoir plus de stockage l'année prochaine. On disait qu'il y a la dimension du prix, ça fait des mois qu'on vous demande et que vous dites même on va réussir à changer les règles européennes. Bon, ça s'est pas fait assez vite, ça s'est pas fait assez fort. Est-ce que là, pour l'hiver prochain, on aura un changement des mécanismes et des règles qui sera suffisamment efficace pour voir une vraie différence sur les prix ? D'abord, première chose, Adrien Gindre, les prix aujourd'hui que payent les ménages français et les prix que payent les très petites entreprises, ce sont les prix les plus bas d'Europe. Donc, nous n'avons pas attendu la réforme du marché de l'électricité pour agir. Oui, mais elle se fait attendre. Et en face, nous avons, avec notamment une contribution sur la rente inframarginale, qui est en fait, pour le dire en termes plus simples, ce que payent les producteurs d'énergie du fait des prix très élevés de l'électricité dont ils profitent et donc ils rendent cela aux consommateurs, plus financer ces boucliers énergétiques. Donc vous dites ça va. Donc nous avons un système qui protège les très petites entreprises, les ménages, nous avons un amortisseur pour les PME et nous avons des systèmes pour les plus gros industriels qui sont très consommateurs d'électricité. Ça, c'est le premier point. Mais il nous faut une réforme structurelle, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à avoir des systèmes un peu exceptionnels en permanence. Et donc, nous avons obtenu que la Commission européenne dépose un texte au premier semestre de l'année prochaine qui porte cette réforme du marché de l'électricité. Ça, c'est le président de la République. C'est les ministres qui l'ont porté. Et ce texte a la vocation effectivement à être discuté pour rentrer en vigueur. Moi, je rappelle une chose. On nous a dit qu'on aurait dit qu'on n'aurait jamais le plafonnement du prix du gaz. On l'a eu le 19 décembre. Et c'est grâce au président de la République et à ma mobilisation que nous avons obtenu ce résultat. Le président de la République a aussi demandé une renégociation des contrats excessifs par les fournisseurs d'énergie pour les très petites entreprises. Est-ce que vous savez combien de contrats ont déjà été renégociés ? On en est où ? C'était il y a 2 semaines qu'il l'a demandé. Est-ce que ça a déjà eu un effet ? Alors en fait, c'est automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas une renégociation, c'est un avenant à votre contrat qui est automatique. Donc pour toutes les TPE, c'est fait ? Pour toutes les TPE qui ont... Alors déjà, toutes les TPE aujourd'hui bénéficient du bouclier énergétique, celles qui sont en dessous d'une certaine puissance. Sur le tarif. Et donc ça, elles n'ont rien à changer. Et c'est les 3/4 des TPE. Et pour le quart des TPE qui utilisent beaucoup de puissance, les boulangers, parce qu'ils ont des fours par exemple, ce contrat est automatiquement mis à jour. Elles ont une chose à faire, et je les invite à le faire très vite pour celles qui ne l'auraient pas fait, avant le 31 janvier, à aller sur leur espace client de leur fournisseur d'énergie et à cocher dans l'attestation la croix dans « Je suis une TPE, je peux bénéficier du tarif de 280 € du mégawatt sur toute l'année ». Et ça sera automatique sur leur facture, donc pour le mois de janvier, qui arrivera évidemment Vous dites en février. TPE, et il se trouve que Total Energy dit on va faire la même chose pour les PME, la taille juste au-dessus. Est-ce que vous demandez aux fournisseurs d'énergie de le faire pour toutes les PME également ? Alors je vous rassure, nous avons évidemment discuté avec les fournisseurs d'énergie, Total au premier chef, pour leur demander de regarder les situations de manière plus spécifique. Mais là, ce sera pas automatique pour les PME. Il y a beaucoup moins de PME que de TPE. Un TPE, on parle de plusieurs centaines de milliers d'entreprises. Les PME, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'entreprises. Toutes n'ont pas des tarifs qui se sont envolés, mais certaines l'ont. Et on a effectivement demandé aux fournisseurs d'électricité de regarder au cas par cas ce qui peut être fait, sachant que par ailleurs, nous avons des dispositifs pour les PME qui va permettre de baisser la facture dès le mois de février, lorsqu'elles recevront la facture de janvier. La semaine prochaine aura lieu au Sénat le vote sur le projet de loi nucléaire que vous portez, sur la construction de nouvelles installations nucléaires. Il y a déjà eu des critiques, au-delà des critiques politiques, des organisateurs du débat public qui est en cours sur le sujet du nucléaire, sur l'avenir du nucléaire, et qui considèrent qu'en fait les sénateurs vont un peu trop vite en besogne parce qu'ils décident déjà de ce que sera le nucléaire de demain, alors que ce n'est pas le sujet du texte. Est-ce que vous partagez cette critique qui est adressée aux sénateurs ? Complètement, et je l'ai dit très directement aux sénateurs. On ne peut pas à la fois appeler de ses voeux d'avoir du débat public sur l'avenir de notre mix énergétique, d'avoir des
écouter les Français et en même temps voter dans un texte, préempter le résultat de ce débat public. Et c'est pour cela que le gouvernement s'est opposé à cet amendement, a fait une proposition complémentaire. Bon, nous avons été battus, nous n'avons pas la majorité au Sénat et je le dis très clairement, nous avons un débat public sur le mix énergétique dans notre pays, qui est avec des garants de la Commission nationale du débat public. En ce moment se réunissent 200 jeunes tirés au sort sur venus de toute la France pour évoquer des questions extrêmement importantes. Jusqu'où on va dans la baisse de consommation? On parlait de sobriété, qu'est-ce qu'on change dans nos habitudes? La parole aux citoyens avant que les élus discutent. Quel type d'électricité ou d'énergie on produit? Est-ce que c'est du nucléaire, du renouvelable, de l'éolien? Et comment on finance? Et ce débat public, il a vocation à se faire avant qu'on prenne les décisions. Le sujet qu'on évoque là, vous dites on n'a pas la majorité, il se trouve qu'effectivement elle est de droite au Sénat. Vous allez avoir aussi la semaine prochaine la commission mixte paritaire pour mettre députés et sénateurs d'accord sur la question des énergies renouvelables cette fois. Bon, les Républicains, vous en avez aussi besoin sur les retraites. Tout ça mis bout à bout, ça faisait dire à Éric Ciotti cette semaine dans le Figaro, nous ne serons pas les supplétifs d'un pouvoir qui achève sa course. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous pouvez vraiment travailler avec un parti qui vous considère comme un pouvoir qui achève sa course? Moi, je suis très claire. Hein. Le projet de loi sur les énergies renouvelables, il a été voté au Sénat à la quasi-unanimité. Et ça, c'est le résultat d'une méthode de concertation que j'ai mis en place. Avec la droite au Sénat, avec la gauche à l'Assemblée. C'est 4 mois de travail avec la droite et la gauche au Sénat. Tous les groupes ont voté cette loi, sauf le Parti communiste qui s'est abstenu. Votre réponse donc à Éric Ciotti pour conclure? Et donc ma réponse à Éric Ciotti, c'est que nous, en responsabilité, on construira des majorités projet par projet. Et il leur appartiendra de prendre leurs responsabilités au pas, texte de loi par texte de loi. Mais personne ne comprendrait que la droite ne vote pas un texte sur la production des énergies renouvelables, alors qu'on sait que dans les 15 ans qui viennent, c'est la seule source de production additionnelle d'électricité, que nous sommes dans une crise énergétique et climatique majeure aujourd'hui. Ça, c'était le message pour les Républicains. On verra donc mardi le résultat de cette commission mixte paritaire sur le projet de loi énergie renouvelable. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher.